Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. Nous sommes toujours très heureux de vous voir et surtout de vous revoir. Et lorsque nous enregistrons toutes ces émissions pour vous apporter le meilleur de l'information sur un plateau d'or, nous sommes pour l'instant sur les plateformes numériques, YouTube, Facebook, Instagram et sans oublier TikTok. Vous n'avez qu'à liker nos pages et tout de suite, lorsque nous diffusons, vous aurez des notifications. N'oubliez surtout pas de partager au plus grand nombre, justement, toutes ces émissions. Madagascar, limogeage du patron de la diplomatie, que comprendre? Nous nous interrogeons. Madagascar, limogeage du patron de la diplomatie, que comprendre? C'est notre grande interrogation du jour. Le vote de Madagascar la semaine dernière à l'ONU condamnant le retour dans la Fédération de Russie de 4 régions ukrainiennes a surpris la communauté internationale. Pourquoi la grande île aurait changé d'avis alors qu'elle affichait sa neutralité, refusant de condamner l'opération militaire spéciale russe en Ukraine au début de la guerre? L'explication est toute simple aujourd'hui. Le ministre Richard Randriamandrato, chef de la diplomatie malgache, a décidé tout seul de donner cette consigne de vote au personnel diplomatique présent au siège des Nations Unies à New York, sans en référer au président de la République, ni même au Conseil des ministres. Après une semaine de flottement, la sanction est tombée, limogeage. Plusieurs médias malgaches avancent d'ailleurs une raison à cette attitude du ministre. Il se serait vu offrir un poste intéressant dans une organisation internationale en échange de ce vote. Le ministre de la Défense va donc assurer l'intérim des Affaires étrangères du côté de Madagascar. Eh bien, il faut préciser par ailleurs que le ministre malgache des Affaires étrangères, Richard Randriamandrato, a été limogé donc le mardi 18 octobre 2022. Son limogeage a été officialisé par un décret signé par le président de la République et le Premier ministre. D'après le même décret, le ministre de la Défense nationale est chargé d'assurer l'intérim en attendant la nomination de nouveau ministre des Affaires étrangères. Aucun motif officiel n'a été évoqué, mais nous avons donné quelques informations pour expliquer d'ailleurs ce limogeage. Mais des informations officieuses obtenues auprès de la présidence laissent entendre que le ministre a été évincé pour motif de haute trahison. Oui, vous l'avez bien entendu, haute trahison. En effet, le désormais ex-ministre des Affaires étrangères a été pointé du doigt suite au vote de Madagascar en faveur de la résolution lors de la session extraordinaire spéciale des Nations Unies en date du mercredi 12 octobre 2022, courant condamnant justement l'opération militaire spéciale russe en Ukraine et le retour de 4 régions dans la Fédération de Russie. D'après toujours les informations officieuses émanant des sources auprès de la présidence de la République et qui ont été relayées par les médias locaux en début de semaine, le vote de la grande île qui a été validé par le ministre des Affaires étrangères n'aurait pas été concerté auprès du président de la République, Andry Rajoelina. Madagascar n'a pas cessé de prôner sa neutralité depuis le début de l'opération militaire russe en Ukraine. La grande île a toujours choisi l'abstention lors de votes sur le sujet aux Nations Unies. Richard Randriamandrato a occupé le poste de ministre des Affaires étrangères près de 7 mois après sa nomination lors d'un remaniement du gouvernement au mois de mars dernier. Auparavant, il a déjà occupé le poste de ministre des Finances et du Budget entre le mois de janvier 2019 jusqu'au mois d'août 2021. Voilà pourquoi nous nous interrogeons, Madagascar, limogeage du patron de la diplomatie, que comprendre. En tout cas, c'est notre grande interrogation du jour. Et pour répondre à nos questions, nous sommes avec le géostratège Charlie Kenya avec nous ce matin. Charlie Kenya, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, c'est Selengos. Bonjour à toute la galaxie panafricaine. Bonjour à nos techniciens par qui nous pouvons émettre par le monde. Bonjour à tous ceux et toutes celles qui, au quotidien, ne cessent de nous apporter le soutien. Je crois que nous leur disons infiniment merci. C'est également pour eux, c'est également grâce à eux et c'est également avec eux que nous allons avancer, que nous avançons et que nous allons mener à bien ce combat. Donc c'est moi qui vous remercie une fois de plus de cet honneur que vous me faites en me conviant à ce festin intellectuel. Très heureux de nous avoir, jusqu'à preuve de contraire sur notre plateau. Panafricaniste TV, c'est toujours un plaisir. Madagascar, limogeage du patron de la diplomatie, que comprendre? Charlie Kenya, il faut préciser par ailleurs que ce dernier aurait été limogé parce qu'il lorgnait, alors on lui a proposé, on va le dire ainsi, un poste de représentant du côté des Nations Unies.
Oui, déjà, il faut rappeler que ce dont ce ministre des Affaires étrangères, à la personne de Richard Andriamandrato, oui, est accusé aujourd'hui, c'est ni plus ni moins que de la haute trahison. Mais pour analyser ce problème, parce qu'il faut rappeler que le ministère dont il avait la charge, à savoir le ministère des Affaires étrangères, c'est un ministère de souveraineté. Oui. Et la politique qui est menée généralement dans ces ministères-là n'est pas la politique du patron de ce ministère, parce que la politique étrangère menée au niveau de ces ministères des Affaires étrangères est la politique du chef de l'État. Et dans le cas malgache, la politique du chef d'État malgache est une politique de neutralité sur les questions internationales, précisément dans le cas de la crise russo-ukrainienne. Donc, en agissant ainsi, non seulement il a trahi la parole de celui qui l'a nommé à ce poste, mais bien plus encore, il a trahi le peuple malgache, parce que le peuple malgache a choisi au président celui-là justement qui devait porter haut les desiderata, les enjeux, la volonté et le développement du peuple malgache. Donc c'est de la haute trahison premièrement. La deuxième des choses, c'est qu'il faut analyser ce problème sur le prisme du profil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, derrière ce problème, il y a deux choses, il y a deux éléments qui en ressortent. Le premier, c'est la question de la binationalité, parce que je me suis amusé à appeler un certain nombre de mes réseaux pour avoir le profil de l'homme. La première des choses, c'est la binationalité. La deuxième des choses, c'est le culte de la diplômie et les hommes que nous prenons, soi-disant un peu partout, parce qu'ils sont bardés des diplômes, ma foi, occidentaux, et on les met à la tête de nos États à des postes stratégiques. Il y a de cela quelques jours, je rédigeais un article dessus où je parlais de multipartisme et binationalité des menaces pour la sécurité des États africains. Voilà un cas patent. C'est-à-dire que voilà un monsieur qui, dans des couloirs, et je crois qu'avec les informations, je vais vous envoyer ces informations-là, ce monsieur indirectement, et peut-être, je ne sais pas si le président avait tenu compte de ça, est lui-même en soi, n'assume pas sa nationalité de malgache. C'est-à-dire qu'il a une autre nationalité pour laquelle il est très fier d'appartenir. Et aujourd'hui, à travers l'acte qu'il a posé, on comprend très bien que même le poste dont il avait la charge, il ne travaillait pas dans l'intérêt de défendre les intérêts de son pays, si vous me permettez la répétition. Donc, on l'a mis là-bas pourquoi? On l'a mis là-bas parce que son profil de carrière, quand on voit vous êtes diplômé de ceci, vous êtes diplômé de cela, vous êtes diplômé... Et c'est ce genre d'élite que nous avons dans nos États. C'est-à-dire que le cas malgache, vous verrez que c'est un cas répétitif. Je parle en termes de profil des hommes à la tête des départements stratégiques de nos États. Vous verrez que c'est répétitif pour pratiquement la plupart des États africains. Ce qu'on met à la tête de nos États, parce qu'il est venu de la Sorbonne, d'Oxford, de Harvard et bien d'autres choses, ce sont ce genre de personnes que nous prenons pour les donner des ministères et des responsabilités à des postes stratégiques de nos États, oui, sans comprendre la faille de ce que nous sommes en train de faire. Parce que j'aime souvent le dire, lorsque vous envoyez votre enfant formé à l'étranger, c'est les gens qui pensent que le monde est beau. Le monde, ce n'est pas le voie bébé. Le politiquement correct n'existe pas. Si vous ne pensez pas, si vous ne mettez pas en tête que vous êtes en guerre, c'est-à-dire que c'est une vérité absolue. Les Africains doivent comprendre que chaque jour, nous devons nous lever avec l'esprit du guerrier. Parce que ce monde n'est pas là pour nous donner du lait, comme je le disais tantôt. Alors ces enfants que nous sommes parfois fiers d'envoyer se faire former là-bas et qui nous reviennent avec bardés de diplômes. D'abord que les diplômes qu'ils ont ne sont pas des diplômes qui respectent leur niveau intellectuel, parce qu'il faut également le dire. Je prends le cas par exemple d'une école de formation française qui s'appelle Saint-Cy, où on envoyait nos officiers là-bas se faire former. Eux-mêmes reconnaissent que lors des formations, on leur donne ce qu'ils ont besoin de savoir, c'est-à-dire que ce que n'importe qui peut facilement acquérir. Mais lorsqu'on engage des formations stratégiques, des formations pointueuses, on les met de côté. Allez, faites une enquête, ils vont vous dire ceux qui sont passés par là. Donc, ceux-mêmes qu'on envoie prendre ces diplômes-là, on ne leur donne pas la véritable intelligence, on ne leur donne pas le véritable savoir, on ne leur donne pas ce qu'ils devaient véritablement connaître pour assujettir ou pour affranchir, pour affranchir leur peuple. On leur donne ce dont on sait que, à partir de ça, on connaît véritablement leur vrai niveau. Et ce sont ces diplômes-là qui arrivent avec des PhD, des doctorats, des professorats. Ils viennent donc ici en Afrique, on leur donne des postes de souveraineté, on leur donne des postes de contrôle, on les met ministre des Affaires étrangères, ministre de la Défense, ministre des postes de télécommunications.
situation. Mais on se pose pas la question, est-ce que véritablement ils sont venus avec l'âme du guerrier? Est-ce qu'ils sont dans l'optique de défendre les intérêts de leur peuple? Est-ce qu'ils ne sont pas indirectement des personnes qui auraient été façonnées à l'idéologie occidentale, à la mentalité occidentale, et que nous avons plus justement pour placer à la tête de nos États, mais qui ne travaillent pas véritablement pour l'émergence et le développement de nos États? Le cas malgache est un cas typique parce que vous verrez que cette élite-là, qui, par son profil, a été portée à la tête du ministère des Affaires étrangères de son pays, cette élite-là aujourd'hui est en train de trahir ou alors a trahi son peuple. Or, le choix qui avait été porté sur lui relevait justement du fait que c'est quelqu'un qui a fait ceci, il a fait cela, il a été diplômé de... Mais on voit très bien la suite aujourd'hui. Donc, si il a agi comme il a agi là, on a envie de se poser la question, ceux qui sont comme lui et qui écument nos différents bureaux, nos différentes administrations, combien d'informations sensibles pour nos États ils ont justement envoyé de l'autre côté de l'Hexagone. Vous comprenez pourquoi donc l'Afrique ne décolle pas. Parce que c'est un cas qui devait nous amener à étudier d'autres cas similaires dans ce sens-là. Donc aujourd'hui, ça oblige les Africains à véritablement revoir le modèle de développement, comme je le dis toujours, pour que nous voulons pour nos États. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des diplômes pour avoir l'expérience ou l'expertise de commander ou alors de diriger un poste dans ce pays, dans nos pays. Si vous prenez le cas de ceux qui, avant nous, ont mené ce combat, je pense qu'il n'avait pas le guide ou alors le colonel Assimi Goïta qui est aujourd'hui à la tête du Mali. Je ne dis pas qu'il est idiot, il a un minimum de connaissances, mais il n'est pas professeur en professorat, il n'est pas agrégé en agrégation. Mais pourtant, aujourd'hui, il est en train de tenir haute la tragédie de ce pays qu'est le Mali. Le capitaine Thomas Sankara, qui a réalisé en 3 ans ce que Blaise Compaoré n'a pas pu faire en 30 ans. Est-ce qu'il était bardé de diplômes? Mais il a pu gouverner son pays. Donc, aujourd'hui, nous voulons à la tête de nos États des personnes patriotes, des personnes qui comprennent les enjeux, des personnes qui ont une idéologie, qui ont un idéal pour leur pays. Parce qu'à partir du moment où vous avez un idéal, vous n'avez plus besoin de faire d'efforts. C'est le peuple qui poursuit cet idéal-là. C'est le peuple qui porte cet idéal-là. Au Cameroun, on a eu des partis qui ont pensé cet idéal-là, mais on sait très bien comment ils ont fini, dont les leaders ont été assassinés. Donc, pour revenir, cette situation malgache devrait nous amener à poser le problème dans le fond et à revoir véritablement où est-ce que nous avons échoué. Et à côté de ça également, il y a une réalité, celui de la mafia internationale, parce que, dites-vous bien qu'il a été, au-delà de n'avoir pas porté la voix de son pays, au niveau du Conseil de sécurité, où il a voté pour la résolution qui, justement, la résolution qui condamnait, il a voté pour la résolution qui condamnait la guerre que mène la Russie en Ukraine aujourd'hui et l'annexion des 4 régions ukrainiennes. Mais je vous poserai donc la question, est-ce que l'ONU est corrompue? Mais l'ONU est d'une corruption à nous l'autre pareil. C'est valable pour ce qu'on appelle les forces de maintien de la paix. C'est d'une corruption. La preuve en est que, regardez bien les bulletins de paye des soldats des casques bleus. Oui. Allez regarder les bulletins de paye et vous voyez ce qui est prévu et vous voyez ce qu'eux perçoivent. L'argent là, le surplus là, ça part ouf. C'est-à-dire, rien que cet élément-là, et vous pensez qu'ils ne sont pas au courant de ça, mais c'est une mafia bien huilée puisque chacun a son niveau manche. À côté de ça, quand vous voyez, on propose un poste de responsable d'une organisation internationale à un ministre d'État dans un pays qui gère un ministère aussi important que le ministère des Relations extérieures et qui se plaît à trahir son peuple comme il a fait là. Vous comprenez très bien que on a envie de se poser la question. La plupart donc des oui venant d'Afrique et venant des autres pays qui ont été votés aux Nations Unies, est-ce que ces oui reflètent véritablement la volonté non seulement des chefs d'État ou alors des peuples? Vous voyez qu'aujourd'hui, on nous démontre à travers ce cas que l'ONU est d'une corruption à nous l'autre pareil. Puisqu'on a démontré, puisque c'est le président malgache, Alain Limoja, il précise pourquoi il a été limogé. Et derrière ça, si on va dans une analyse profonde de ça, on comprend très bien qu'il est limogé parce qu'il a été retourné au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies pour dire des choses qui n'ont rien à voir avec celui qui l'a envoyé là-bas, l'a commissionné de le faire. Imaginez-vous le nombre de personnes qui ont été victimes de ce genre de cas et qui justement ont voté oui. Mais qui en réalité aujourd'hui, si on mène bien les enquêtes, on va se rendre compte qu'en réalité ce n'était pas des oui, mais c'était des non. Donc, est-ce qu'à travers ce qu'on nous a vendu comme étant la poignée même de personnes qui ont voté oui, est-ce que les oui véritablement qui ont été votés disant qu'ils sanctionnaient la Russie étaient les oui officiels, étaient des oui véridiques? Puisqu'on voit clairement qu'il y a une corruption bien organisée au niveau du Conseil de sécurité où, à partir du moment où des États ne pensent pas comme eux, on met sur pied un système, on met sur pied une machination de nature à véritablement les retourner parfois contre les gouvernants et peut-être même contre les chefs d'État. Donc ça amène l'Afrique, ça amène le monde libre, bien sûr, à véritablement se poser la question, quelle est
le rôle des Nations Unies à l'échelle internationale. Est-ce que leur rôle, c'est véritablement d'apporter la paix et la calmie, ou alors c'est de créer les conflits? Parce qu'une chose étant, aujourd'hui, la plupart des États où les Nations Unies, à travers leurs forces de maintien de la paix, sont présents, ces pays n'ont jamais connu la paix. Le Congo, aujourd'hui, depuis 30 ans, depuis pratiquement un peu plus de 20 ans, se cherche. Et pourtant, au Congo, on avait toute une armée là-bas, des casques bleus. On avait le plus grand contingent de casques bleus à l'échelle internationale. On avait un peu plus de 20 000 casques bleus. À l'époque, même, c'était 22 000. Aujourd'hui, on a réduit à pratiquement 17 000. Mais quand vous avez 17 000 casques bleus dans un pays et la situation n'a pas changé, continue s'empire, vous posez la question à quoi servent donc ces hommes? D'ailleurs, les populations dans la ville de Béni, parce que si c'est Charlie Kenya qui dit, on va dire que non, Charlie Kenya est anti-français, c'est un anti-occidental. Mais les populations dans la ville de Béni, lorsqu'ils ont manifesté récemment pour demander au départ des casques bleus, voilà ce que les populations de la ville de Béni en RDC disaient. Ils disaient, on en a marre de ces personnes qui en journée sont des casques bleus, en soirée sont des ingénieurs topographes, des ingénieurs miniers. Et pour confirmer même ce que ces populations disent, allez voir le matériel roulant des casques bleus au niveau de la RDC. Ils avaient les pelles bêches, vous avez les camions tracteurs. C'est encore pour maintenir la paix ou bien c'est pour faire quoi? Et vous voyez, vous avez des images, des réalités aussi flagrantes. On n'a même plus besoin de se poser la question. On comprend très bien que des gens ont pensé leur business, ils ont pensé leur gombo, ils mangent, ils créent les guerres, ils vendent les armes, ils mangent sur nous et nous on observe. Donc à nous véritablement, à travers ce genre d'événements qui sont portés à la face du monde, de questionner le problème dans le fond pour véritablement tirer les solutions de nature à ce que cela ne se reproduise plus. Finalement, l'ex-ministre de la diplomatie malgache pourrait justement faire la prison. Il a été accusé par le chef de l'État malgache de haute trahison. Est-ce qu'il s'en sortira? Je vous assure qu'en réalité, sa place, c'est en prison. C'est en prison. Mais si vous analysez également le discours qui est porté par le camp occidental, on parle d'un acharnement et tout, et tout, et tout. Et je peux vous rassurer, et c'est là où je vous parlais tout à l'heure de la binationalité, vous verrez que demain, c'est une ambassade, une chancellerie occidentale qui ira justement dire aux autorités malgaches non seulement de le libérer, mais qu'il n'est pas malgache, mais qu'en réalité, il est peut-être suisse ou alors il est belge. Je vous donne, vous allez voir les événements qui vont ça. Parce que ce qui est sur ce monsieur, c'est la haute trahison. Il sera poursuivi. C'est pourquoi même son successeur, c'est le ministre de la Défense. Et on a instruit au ministre de la Défense de préparer tout un dossier, d'ailleurs de mener une enquête de fond sur les ajustements qu'il aurait dû poser lorsqu'il avait la tête de ce ministère. Parce que derrière ce qu'il a fait au niveau du Conseil de sécurité, on se pose la question sur les autres informations peut-être confidentielles ou classées secret défense, de nature à véritablement engager le pays qu'il aurait remis entre les mains des étrangers ou alors remis entre les mains des ennemis. Donc aujourd'hui, il y a toute une enquête qui est en train d'être menée dans ce ministère. D'ailleurs, tout le personnel est en train d'être écouté par rapport à cette affaire. C'est de la haute trahison. Mais connaissant très bien que ce monsieur, pendant des années, a travaillé pour l'ordre international, pour l'ordre occidental, je vous assure et je vous le dis encore que dans les jours à venir, une chancellerie va se lever pour aller brandir son passeport, comme quoi il n'est pas malgache, il est de Suisse ou alors belge, et c'est comme ça les choses vont se passer. Donc aujourd'hui, les questions de binationalité, je l'ai rédigé plusieurs fois dans mes articles et je dis tous les jours, c'est pas pour dire que c'est mauvais, mais c'est pour dire qu'il faut le penser en Afrique. On ne peut pas accepter à la tête de nos États des personnes qui se revendiquent encore d'une autre nationalité en dehors de la nationalité de leur pays. Ce n'est plus possible en 21e siècle. Il faut des patriotes à la tête de nos États parce que les enjeux sont trop grands et les temps sont peu parce que les autres vont à la vitesse de la lumière. Le monde est compétitif. Si aujourd'hui on pense que le monde est correct, le monde c'est le voie bébé, mais assumons donc de rester esclaves. Mais si nous ne voulons pas rester esclaves, pensons le monde pas selon ce que les autres voudraient nous imposer, mais selon ce que nous voyons être bon pour nous, conformément à nos réalités historiques, anthropologiques, cosmogoniques et culturelles. Si nous ne voulons pas faire ça, les autres ne voulons pas faire cette réflexion en notre part. Donc c'est pourquoi je dis, ce qui se passe du côté de Madagascar doit nous obliger, doit nous interpeller justement à revoir non seulement nos modèles de gouvernance, mais à comprendre que lorsqu'on veut construire un pays, ce n'est pas une question de doctorat ou de professorat, c'est une question de cœur, c'est une question de patriotisme, c'est une question de volonté. Bien avant nous, d'autres l'ont fait, ils ont porté le pays haut. Ils n'étaient pas diplômés de Sorbonne, d'Oxford ou d'Harvard. Ils ont fait ce que ceux aujourd'hui même qui sont diplômés n'arrivent pas à faire. Donc il faut revoir cette façon, ces mécanismes par lesquels des personnes sont portées à la tête de nos États-là. Ces personnes ont
certains des portefeuilles stratégiques, des portefeuilles vraiment qui engagent le développement, qui engagent l'avenir de nos pays, mais qui en réalité sont des espions au service de nos ennemis. Jusqu'à preuve de contraire, depuis quelques mois déjà, l'ONU, ce sont les menaces, la corruption, le népotisme, le racisme, le chantage finalement envers les diplomates africains et surtout étrangers. Pourquoi est-ce que ces pays ne sortent pas finalement de ces Nations Unies, puisque c'est devenu, on va le dire, un machin? Je pense que les choses, et en stratégie, on dit on ne combat pas un ennemi plus fort que soit en dévoilant ses cartes. C'est la ruse, c'est l'hypocrisie. Et je peux vous rassurer aujourd'hui qu'il n'y a pas plus grand lieu d'hypocrisie que l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est un milieu hypocrite. Même entre eux, les alliés là, ils font de l'hypocrisie lorsque leurs intérêts sont mis en mal. Et c'est ce que les États sont en train de faire. C'est-à-dire que vous verrez que la plupart des discours, c'est un discours de diplomatie. C'est de l'hypocrisie. Des gens viennent dire du politiquement correct, tout en sachant que le politiquement correct à l'échelle internationale n'existe pas. Donc c'est pourquoi ces États-là, en tenant bien ce discours d'hypocrisie, et je peux les concéder, s'organisent derrière pour justement trouver des alternatives aux Nations Unies. Lorsque les BRICS sont en train de se faire, tel qu'on est en train de voir, où on a déjà même, on est en train de nommer des représentants pour les différentes sous-régions. Je crois qu'il y a un représentant pour la sous-région ouest-africaine et pour la sous-région CEMAC. Ce sont des institutions, ce sont des mécanismes de nature à véritablement proposer des solutions alternatives au Conseil ou alors aux Nations Unies. On ne peut pas quitter de là-bas comme ça une fois, surtout que nous y sommes liés par des traités, par des engagements dont nous sommes tenus de respecter, mais en même temps en appelant à la réforme de cette institution, parce que je crois que la plupart des États africains et même des États du monde sont en train d'appeler à une réforme de cette institution. En appelant à la réforme de cette institution-là, nous devons travailler de nature à créer des alternatives qui vont opposer justement un ton différent ou alors une trajectoire différente à la trajectoire que voudraient nous imposer les Nations Unies. Et je pense que les États sont engagés dans cette dynamique-là. Quand on voit la plupart des pays qui aujourd'hui veulent rejoindre les BRICS, qui dans le fond, je crois que c'est 4 ou 5 pays, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Hier, les alliés même du camp occidental qui fait partie de ceux qui ont mis sur pied l'ONU pour justement assujettir le reste du monde, mais même leurs meilleurs alliés aujourd'hui sont en train de véritablement rejoindre ces BRICS-là. C'est-à-dire que le dernier congrès du BRICS, on a parlé d'un peu plus de 1000 participants, imaginez. Oui. C'est beaucoup. Ça veut dire que pratiquement toutes les nations du monde étaient représentées lors de la dernière conférence des BRICS. D'ailleurs, les alliés historiques de ces occidentaux sont en train d'appeler de toquer à la porte des BRICS. L'Arabie Saoudite est en train de toquer à la porte des BRICS. La Turquie, qui est la deuxième plus grande armée de l'OTAN, qui justement est le bras armé de ce que vous appelez les Nations Unies. Mais cette même Turquie aujourd'hui est en train de toquer aux portes des BRICS. Vous avez des pays qui hier n'étaient pas tellement considérés, mais qui aujourd'hui sont des géants dans bien de domaines, tels que le Brésil, tels que l'Iran, tels que la Corée du Nord, qui également sont des puissances militaires, sont en train de toquer aux portes de ces BRICS. Je ne parlerai pas des États africains, pratiquement la totalité des États africains sont en train de véritablement voir aux BRICS une alternative à cet ordre mondial qui voulait ou qui nous est imposé par les Nations Unies. C'est une bonne chose, mais comme j'ai dit, c'est des choses qui se travaillent en back-office, qui se travaillent en off, parce que les questions de stratégie ne se parlent pas à Mondovision, ça ne s'explique pas, ça ne se discute pas à Mondovision. À Mondovision, on fait du politiquement correct, on fait de l'hypocrisie, mais on travaille en douce, de nature à véritablement renforcer nos positions, renforcer nos forces pour poser quelque chose de conséquent face à ce qui... Pourtant, aujourd'hui, les peuples ne croient plus réellement à l'ONU. Autre chose également avec ces chantages, ces menaces envers justement les diplomates qui sont accrédités, ça fait quand même un gros tollé dans le monde aujourd'hui. Oui, les peuples ne croient plus en l'ONU parce que l'ONU elle-même a montré aux yeux du monde qu'on n'a pas raison de croire en cette ONU. Combien de résolutions au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies ou au niveau même de l'Assemblée générale des Nations Unies, combien de résolutions ont été citées pour le cas d'Israël, dans le cas du conflit qui oppose Israël et la Palestine? Est-ce qu'une seule fois Israël a respecté une résolution des Nations Unies? Une seule fois. Je dis bien une seule fois, il n'y en a pas eu. Mais lorsqu'il s'agit des autres pays, vous verrez que si vous ne vous appliquez pas, on vous bombarde. Et l'ONU ne parle pas. Où était l'ONU lorsqu'on bombardait la Yougoslavie, la Serbie, la Yougoslavie de Slobodan Milosevic? Où était l'ONU? On a divisé ce pays en 6. Où était l'ONU lorsque, sous le prétexte d'une fiole, je ne sais pas s'il y avait du miel ou alors du sucre à l'intérieur, un général américain, la personne de Colin Powell, justifiait les bombardements de l'Amérique
en Irak. Au point où on a dit, et je crois que c'est Madeleine Albright qui, dans l'une de ces citations, disait que la mort des enfants et des civils pakistanais, irakiens était des dommages collatéraux. Avec quel mépris, écoutez le mépris avec lequel on parle de la vie humaine, pire encore des enfants. Donc, où était l'ONU lorsque ces inégalités se sont vues à l'échelle internationale? Où était l'ONU lorsque ceux-mêmes-là qui sont censés jouer le rôle de gendarmes de l'ONU n'ont pas respecté ce que l'ONU elle-même leur a demandé de faire? Lorsque la résolution des Nations Unies, qui justement demandait une exclusion aérienne sur la Libye dans la zone de Benghazi, s'est transformé en des bombardements sur la Libye. Où était l'ONU lorsque cela l'ont fait et que les Nations Unies l'ont fait? Donc, où était l'ONU lorsque l'Union européenne mettait un embargo des médicaments sur la Côte d'Ivoire? C'est-à-dire qu'on peut comprendre que vous mettiez un embargo sur un pays, peut-être pour les armes, dans un pays en guerre. Ça même, ça peut se comprendre. Quoique là encore, c'est la mafia. On n'a pas le temps pour bien expliquer ça. Mais lorsque vous mettez un pays sous embargo médicamenteux, le droit à la santé, lorsque l'Union européenne, parce qu'il fallait chasser Laurent Koudou-Gbagbo, le président Laurent Koudou-Gbagbo du pouvoir, a mis la Côte d'Ivoire sous embargo en 2010. Où était l'ONU? D'ailleurs, l'ONU même a applaudi lorsqu'en 2012, on a cité l'Union européenne comme prix Nobel de la paix. Donc, vous voyez que quand le monde vit ce genre d'inégalité, quel crédit encore nous pouvons accorder à une telle institution? Puisqu'on a l'impression que quand ça vient de l'heure, quand c'est bon, mais quand ça vient des autres, il faut condamner. Où était l'ONU lorsque l'OTAN, chaque jour, grappillait des parties de la Russie? Et pourtant, dans les textes, je crois qu'un ancien secrétaire d'État américain à la personne de James Baker l'a reconnu dans son discours lorsque on a demandé à ce que Gorbatchev puisse arriver à la dislocation de l'URSS avec la création de la CEI le 1er décembre 1991, pardon. Donc James Baker faisait savoir dans ses mémoires qu'aucune juridiction de l'OTAN ne s'étendra d'un pouce en Europe de l'Ouest. Ça, c'est James Baker qui le dit, secrétaire d'État américain en 1990. Mais cela n'a jamais été respecté. Et quand la Russie dit que non, respectez au moins ce que vous avez dit, même si les promesses n'engagent que ceux qui tiennent, vous avez au moins dit, tout le monde a vu. Respectez, on ne vous comprend pas, on refuse. Au contraire, on développe des stratégies pour justement continuer à oppresser ou alors à comprimer la Russie. Et quand ce pays s'élève, au mépris même des accords que nous-mêmes nous avons signés, parce que les accords de Minsk II, qui avait été signé entre les rebelles séparatistes dans le Donbass et le gouvernement ukrainien, dont les garants côté ukrainien étaient l'Allemagne et la France. Et la France avait un double rôle parce que la France était membre permanent du Conseil de sécurité, n'ont jamais été respectés. Et que l'Ukraine ou alors la Russie agit en conséquence, l'ONU ne parle pas. Mais lorsqu'on bombardait les populations là-bas, l'ONU ne parlait, l'ONU ne voyait pas. Mais aujourd'hui que la Russie est là-bas, l'ONU veut parler. Donc tellement d'inégalités que nous voyons, on n'a pas dit qu'on nous entend, on voit. Mais quel crédit encore pour donner à l'ONU? Donc aujourd'hui, l'ONU a créé les jalons de son échec, de sa descente aux enfers. Il revient aujourd'hui des peuples africains et des peuples du monde libre à s'organiser de nature à véritablement dire à cette ONU-là que le monde ne peut plus être pensé comme ils ont voulu que cela se fasse dans les années 1948. Merci à vous, Charlie Kenyé, d'avoir été dans notre ce matin. C'est moi qui vous remercie de cet honneur. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Parole panafricaniste sur Panafricaniste TV. Et comme le déclarait haut et fort Shakespeare, que tu sois d'une chasteté transparente comme la glace, d'une pureté de neige, tu ne réussiras jamais à échapper à la calomnie. Plaisir de vous retrouver très prochainement. Passez une agréable journée.